Excellence, mon plat préféré, c'est de la banane. En Ouganda, on appelle cela matoke. Excellence du Ghana, mon plat préféré, c'est un plat qui se mange partout dans le pays, c'est du foufou et de la soupe. Merci de ne nous avoir pas déçus sur ce point. Alors, une chose que nous avons en commun ici, c'est que nous mangeons tous de la nourriture. Mais deuxièmement, vous voyez que chaque plat qui a été mentionné, c'est un plat qui est produit localement en abondance, d'où l'importance, une fois de plus, de ce sommet. Je vais commencer en faisant deux citations, une de Kofi Annan, une autre de Dr. Adesina, et je vais m'en servir comme contexte de nos réponses à venir. Mais avant de commencer, je voudrais demander une fois de plus. Alors, l'une des différences à ce sommet, c'est que nous ne sommes pas ici pour lire des discours préparés. Nous sommes là pour parler du fond de notre cœur par rapport à nos besoins essentiels, la nourriture. Et je voudrais vous entendre, vous exprimer, parler donc du fond de votre cœur. Alors, Feu Kofi Annan a dit que plus que toute chose, la malnutrition sur notre continent est un échec du leadership politique. Nous devons nous attaquer à un tel échec grave immédiatement. Deuxièmement, depuis 30 ans, le docteur Adesina est le champion de la lutte contre la faim et de transformer l'agriculture en un secteur qui produit de la richesse. Et il a dit, ce faisant, compte tenu de nos ressources naturelles abondantes, n'est pas donc ce n'est pas de la science de très haut niveau, donc en nous servant de nos richesses agricoles. Alors, je vais me tourner vers notre ministre de Cabo Verde. Alors, première question, nous voudrions en savoir un peu plus. Vous avez un tout petit pays, mais avec des ressources abondantes. Et quels sont les produits alimentaires dans lesquels vous avez un avantage comparatif et qu'est-ce que votre pays fait pour y apporter une valeur ajoutée et pour libérer le potentiel agricole de votre pays? Merci pour cette question. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit précédemment et le commenter. Un enfant qui n'est pas bien nourri ne sera certainement pas un adulte très productif. Donc, nous devons tous garantir une bonne alimentation, en particulier pour nos enfants, pour avoir un avenir meilleur. Je voudrais dire, pour ce qui est du Cap-Vert, que nous avons un potentiel immense pour ce qui est des fruits et légumes. Et pour ce qui est du poisson et des produits d'élevage. La porciculture, notamment. Et pour ce qui est de la volaille également, nous sommes la première nation insulaire qui s'est exprimée donc sur ce podium. Le continent compte 6 pays insulaires en développement. Et le problème souvent avec ces pays, c'est qu'ils ont des superficies faibles. Et le Cap-Vert ne dispose pas de surface suffisante pour produire des céréales. Et nous devons donc nous concentrer sur les fruits et les légumes, mais également sur l'élevage, la pêche. Et nous devons également faire de notre mieux pour travailler en partenariat avec nos pays voisins pour produire les céréales dont nous avons besoin. Nous sommes convaincus que c'est un modèle qui doit être
élargie à d'autres pays insulaires et c'est pour cela que nous appelons nos partenaires de développement à nous aider à mieux coopérer avec d'autres voisins, de sorte que nous puissions combler nos besoins alimentaires, atteindre la souveraineté alimentaire en produisant des céréales en dehors des petits espaces qui sont disponibles. Merci, Excellence. Excellente idée. Collaborer avec d'autres nations pour accroître la productivité, collaborer avec ces pays dans les domaines où ils ont un avantage coopératif en termes de terres, de ressources et bien entendu en tant que pays insulaire en développement, il y a des difficultés, mais on peut les surmonter en ajoutant donc aux espaces qui sont disponibles pour utiliser par exemple l'économie bleue. Alors, Son Excellence Gabriel Marobe, ministre du Cameroun, à vous. Je vais vous poser la question suivante, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Compte tenu des vastes ressources de votre pays, quelles sont les leçons et les meilleures pratiques dont les autres pays africains peuvent s'inspirer dans les domaines dans lesquels vous avez des succès pour accroître leur production, comme au Cameroun? De cette occasion qui m'est offerte pour remercier le peuple sénégalais et le président Macky Sall pour cette merveilleuse conférence. Et je voudrais dire merci aussi au président de la Banque africaine, le docteur Adinessi, qui a voulu nous inviter à cette conférence. Le Cameroun, qui est le grenier agricole de l'Afrique centrale, s'engage résolument à jouer un rôle majeur au niveau continental. Vous avez dit que nous avons des potentialités. Oui, nous avons des potentialités. Le Cameroun a 7,2 millions de terres arables. Nous avons 400 km de façades maritimes. Nous avons 4 millions d'hectares de plateaux d'eau. Nous avons 2 millions d'hectares de pâturage. Nous avons un climat diversifié avec 5 zones agroécologiques. Certaines zones ont d'ailleurs 2 pluies par an, induisant 2 récoltes. Nous avons une diversité culturelle, mais c'est une richesse, c'est sûr. Le président Paul Biya a dit que notre réelle richesse, c'est l'agriculture, mais cette agriculture peine à atteindre ses objectifs parce que l'agriculture aujourd'hui plafonne à 17% du PIB national et ne permet pas d'atteindre les objectifs escomptés. C'est pour cela que le gouvernement camerounais a mis en place une politique d'import-substitution qui cible des filières agricoles bien précises. C'est le riz, c'est le maïs, c'est le soja. Et en termes d'élevage et d'aquaculture, nous visons le lait et le poisson pour réduire le déficit alimentaire et surtout équilibrer notre balance commerciale. Aujourd'hui, nous importons environ 900 milliards de produits agricoles par an, parmi lesquels 400 milliards de céréales et 200 milliards de produits de pêche et de lait. Donc, pour revenir à votre question, nous avons 3 pratiques importantes que nous voulons partager ici. Premièrement, il est bien vrai que la force de nos agricultures, c'est l'agriculture familiale. C'est ça qui est la force de notre résilience face aux chocs externes. Mais cette agriculture familiale ne peut plus nous permettre d'atteindre les objectifs escomptés, à savoir nourrir l'Afrique et nourrir le monde. Donc nous appelons le privé à l'agriculture en améliorant les conditions. Mis à part les conditions fiscales, nous avons non seulement engagé l'aménagement des périmètres hydro-agricoles, nous entendons aménager 60 000 hectares d'ici 2025, nous avons aussi engagé une démarche foncière qui nous permettra de sécuriser 400 000 hectares de réserves foncières, cartographier ces réserves-là en termes d'aptitude des sols, pour connaître le pH, connaître la conductivité, connaître la teneur en matière organique, pour pouvoir dire au privé
quelles sont les spéculations qui correspondent à ces sols-là et aussi déterminer la fertilisation qu'il faut pour ces sols. La deuxième chose, nous avons engagé faire face aux catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles c'est des catastrophes naturelles, nous les subissons. Aujourd'hui, il faut pouvoir transformer les catastrophes naturelles en risques, parce qu'un risque, on peut le gérer. Et nous avons donc, dans ce sens, envisagé non seulement construire des infrastructures communautaires pour maîtriser les ressources naturelles telles que de l'eau, pour faire face à un certain nombre de catastrophes météorologiques, et nous avons mis en place un système d'information des marchés climatiques qui nous permet de disposer d'une base de données qui nous permet d'anticiper sur un certain nombre de chocs climatiques, de chocs météo, et pour permettre à l'État de jouer son rôle. La troisième chose, nous voulons utiliser les résultats de l'innovation et de la technologie pour pouvoir faire avancer l'agriculture. Et dans ce sens, nous envisageons pour des spéculations telles que le manioc, la banane plantée et les pommes de terre, vulgariser la production de plants in vitro pour non seulement contrôler, maîtriser la pression parasitaire, mais surtout disposer d'un matériel végétal de bonne qualité pour être sûr du résultat. Nous avons aussi, dans la digitalisation, prévu un certain nombre de choses, à savoir rationaliser la subvention. Vous savez, la subvention en agricole est sujet de plusieurs critiques parce que la subvention est parfois subjective et nous avons mis en place un système qui permet non seulement d'avoir une subvention ciblée, mais de faire de la subvention une prime à l'effort. Et enfin, sur le plan institutionnel, nous avons finalisé un certain nombre de lois, la loi sur l'interprofession, la loi d'orientation agricole et la loi sur les filières semencières que nous essayons de mettre en place. C'est autant de choses que nous mettons en place pour structurer l'agriculture et pour permettre à ce que cette agriculture soit futuriste et productrice. Merci. Thank you very much, Your Excellency. Merci, Excellence. Monsieur Ngaïro. Bien, votre passion pour l'agriculture, elle est vraiment perceptible. Et cela fait chaud au cœur de voir toutes les initiatives tout à fait efficaces que vous mettez en place dans votre pays. Un pays qui a donc 7 millions de terres arables, des côtes poissonneuses, toutes choses et qui promeuvent donc des opportunités dans les économies vertes et bleues, et voir également que vous envisagez d'accroître donc la contribution de l'agriculture au PIB de 17%, donc un chiffre plus important avec des substitutions d'importation à travers le renforcement de la production, mettre en place des réserves et des systèmes de promotion fiscale et autres programmes pour rationaliser la technologie, pour fournir les incitations nécessaires aux agriculteurs et maintenir l'intégrité du système. Félicitations à vous, Monsieur le ministre. Nous allons poser notre question suivante à son Excellence Mohamed Awale, ministre de l'Agriculture, des Forêts, de l'Élevage et des Pêches de la République de Djibouti. Excellence, vous êtes placé très stratégiquement du point de vue géographique et votre pays a montré un intérêt important dans le développement de son potentiel agricole récemment. Qu'est-ce que votre pays doit faire pour exploiter stratégiquement le potentiel alimentaire immense de Djibouti? Merci, Monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Djibouti, à l'instar du Cap-Vert, est un petit pays à écosystème très aride. Mais Djibouti est placé à une position géostratégique importante. C'est forgé par la nature. Djibouti, pour vous dire, c'est une dépression volcano-tectonique placée au mi-temps, au centre de la mer Rouge
du riz de la mer Rouge, du riz parce que ce sont des rifts qui se sont creusés il y a 25 millions d'années. L'homme n'existait pas à l'époque. Golfe d'Aden, mer Rouge et le Rift Valley, qui est resté comme terre, mais qui n'est pas devenu océan. Nous sommes au mi-temps de 3 voies de communication qui sont façonnées, comme je vous l'ai dit, par la géologie. Mais au point de vue climat, Djibouti, c'est un écosystème aride qui avait une vocation pastorale. Avant l'indépendance, avant la colonisation au début du XXe siècle, Djibouti est un pays à vocation pastorale, puisque la pluviométrie ne dépassait pas 150 mm par an. La température tourne aux alentours de 28 degrés en moyenne et des fois arrive à un pic de 45 degrés Celsius au niveau de juin, juillet, août. Dans ces conditions, l'écosystème aride vous autorise uniquement à faire de la transhumance, à faire du pastoralisme, en quelque sorte du nomadisme. Mais Djibouti, compte tenu des routes maritimes qui se sont créées, qui se sont réalisées au milieu du XXe siècle, Djibouti, compte tenu de sa position, comme vous l'avez dit, géostratégique, est sur la 2e route maritime du monde. Après Shanghai, Singapour, Colombo, c'est Djibouti, 2e route maritime pour aller à Suez et Gibraltar et après l'océan Atlantique. Donc nous sommes sur l'une des routes maritimes les plus importantes du monde. Sur la base de cette façade maritime, Djibouti est devenue une grande cité maritime. Cette grande cité maritime, pour vous donner l'importance, elle a 6 ports. 6 ports pour un petit pays de moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, on nous dit c'est 1,1 million d'habitants. 6 ports. Parce que c'est la route maritime que tous les bateaux, tous les navires passent, les méga conteneurs, ils peuvent accoster parce que le tirant d'eau est profond jusqu'à 20-25 mètres. Compte tenu de la géologie, l'écosystème aride, qu'est-ce que vous allez faire avec cet écosystème aride? Très bonne question. Après avoir affranchi de la soif, parce que cette population, compte tenu du changement climatique, il faut qu'ils aient de l'eau. Après avoir affranchi de la soif, et créer de petits écosystèmes dans les dépressions volcaniques arides, de l'agriculture maraîchère, de la viande caprine, du lait, pour que ces populations nomades ne viennent pas remplir le rang de chômeurs au niveau de la ville qui renferme 70% de la population. C'est urbain, 70%. Les 30% restants, il ne faut pas qu'ils aient maintenant parce que le pastoralisme, c'est un souvenir. Avec les changements climatiques, on ne peut plus survivre. Dès qu'on a vu ça, avec la vision structurée de l'avenir, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, il a dit le moment est venu de sédentariser. Nous avons sédentarisé autour des bassins versants. Il n'y a pas de rivière, mais il y a des eaux souterraines qui passent. Vous installez, vous faites des petits forages ou des puits cimentés, vous faites des dattes. La date qui est adaptée au climat de Djibouti, parce que la date, c'est une plante, c'est un arbre qui a la tête au soleil et les racines dans l'eau, même moyennement chargées en sel. Vous faites aussi des produits maraîchers et vous faites du lait de chèvre comme qui gambadait au niveau de la dépression volcanique aride. C'était des chèvres nomades qui donnaient 1 demi-litre de lait. Nous avons, grâce à la coopération avec les pays d'Afrique de l'Est, nous avons importé du Kenyan, chèvre kenyan alpine, du Kenya vers Djibouti. Et nous les avons
fertilisés, croisés avec notre chèvre qui donnait un demi-litre de lait. Et maintenant, nous sommes passés à 2,5 litres de lait. Donc, je vous dis qu'après avoir maîtrisé l'eau et lancé sur le voie de la croissance les petits agriculteurs, le moment est venu, et ça vient à point nommé, de nourrir Djibouti. Parce qu'avec ces petits agriculteurs, tu peux lui permettre uniquement de vivre décemment au lieu de remplir les rangs de chômeurs à Djibouti, c'est-à-dire amener ses enfants à l'école, bénéficier du centre de communauté de santé pour amener sa famille s'il tombe malade et avoir un revenu décent mieux que les chômeurs qui deviennent des ouvriers au niveau de la ville de Djibouti. Mais on ne nourrit pas avec ça la population djiboutienne qui s'approche maintenant de 1 million. Que faire? Il faut maintenant lancer ce que vous appelez, et ce que le président de la Banque africaine insiste, l'agro-industrie, l'agribusiness. L'agribusiness ne demande pas des pasteurs qui doivent survivre de l'agriculture traditionnelle qu'ils ont appris. Il faut une mutation, il faut des serres, il faut de nouvelles technologies, il faut faire quelque chose qui puisse permettre à cette population de vivre et de réduire la dépendance alimentaire. Donc, pour réduire la dépendance alimentaire, ces serres, il faut qu'ils produisent en toute saison des légumes. Il faut qu'ils produisent du lait caprine à 2,5 litres et faire des forages, Panicum maximum, Chloris Guyana et pourquoi pas le Soudan grasse. Vous allez dire, des dattiers, où est-ce que vous allez acheter? C'est vrai, il y a pénurie de dattiers dans le monde maintenant. 10 ans de recherche on a fait, 10 ans de recherche pour arriver à une station in vitro, produire des dattes Méjoule, les meilleurs du monde, on a fait. Mais personne ne te donne cette technologie. Personne ne te donne. Si tu veux acheter des registres de dattiers de l'extérieur, d'Irak ou d'Arabie Saoudite ou du Maroc, c'est $1000. C'est impossible. Mais maintenant, nous avons notre propre recherche, nous produisons et nous avons bientôt une station félicicole de laboratoire in vitro avec 10 000 dattiers que nous allons produire. Concernant les laits, je vous ai dit tantôt que nous avons importé du Kenya des Kenyan alpines, que nous allons bientôt avec le croisement F1, F2, F3, ça va devenir Djibouti alpine avec 2,5 à 3 litres par an. Voilà notre stratégie pour réduire la dépendance alimentaire. Et cette réduction va nous permettre de réduire de 50% les légumes que nous importons de l'Éthiopie ou d'ailleurs. Nous allons produire également 3500 tonnes de viande et de lait, 1500 tonnes. Nous allons produire 50% des dattes, c'est-à-dire 1300 tonnes. Et c'est comme ça que nous allons petit à petit réduire. Mais vous allez me dire, où est-ce que vous pouvez avoir des compétences sorties des universités? Les gens veulent travailler au niveau de la capitale, mais jamais en brousse. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? Des entrepreneurs riches, au lieu de mettre leur argent dans les immobiliers, comme ce qu'on a vu à Dakar, il faut qu'ils mettent dans l'agriculture. Et le taux de rentabilité, moi je suis ingénieur agronome, taux de rentabilité 28%, retour après 3 ans. And on that note, we're going to Et sur ce, nous allons vous féliciter pour ce travail, honorable ministre. Excellence Mohamed Awalé, une grande passion et beaucoup de travail en cours à Djibouti.
pour tous nos ministres. Il y a beaucoup de choses qui ont cours et c'est difficile de synthétiser dans le temps qui nous est imparti tout le travail qu'ils font. Et nous apprécions le fait qu'en tant que petit pays, vous ayez cet immense potentiel en dépit d'un écosystème aride, une faible pluviométrie. Mais vous avez parlé de la vision de l'avenir, le développement de vos propres technologies, l'agro-industrie promue et l'approche stratégique de l'agriculture et la gestion de vos infrastructures portuaires avec 6 ports. Vous êtes vraiment bien placé, bien positionné. Nous vous souhaitons beaucoup de succès à l'avenir avec toutes ces initiatives. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole au docteur Elimi Nour. Monsieur Nour, ministre des Finances de la Somalie. Voulez-vous nous rejoindre ici? Oui, le ministre Nour est ici. Toutes mes excuses. Hier, nous avons entendu Patrick Christian, PDG du Centre pour l'adaptation mondiale, qui a parlé du besoin urgent de l'adaptation comme composante clé pour le développement et l'économie durable. Les ravages des changements climatiques menacent la production alimentaire mondiale et la Somalie est dans l'œil du cyclone en ce qui concerne les changements climatiques. Alors, qu'est-ce que votre pays a fait pour s'adapter au changement climatique de l'heure? Merci beaucoup. Merci. Pour commencer, je voudrais louer le président de la Banque africaine de développement, président Adesina, pour l'organisation de cette grande conférence. Et je voudrais féliciter le président et le peuple du Sénégal pour avoir abrité cette très importante et historique réunion. Brièvement, avant de parler de l'adaptation, je voudrais dire que la Somalie, vous le savez tous, comme Djibouti, est très stratégiquement positionnée avec d'abondantes ressources. Il y a un potentiel alimentaire important. La Somalie a près de 9 millions de terres arables que nous n'utilisons pas pour l'essentiel depuis ces 30 dernières années. Et nous avons un cheptel très important, 45 millions de bêtes, avec une population plutôt faible. Et nous avons la côte la plus importante. Si ce n'est la première, c'est la deuxième dans l'océan Indien et dans la mer Rouge. Et nous avons des ressources maritimes. Donc la Somalie pourrait être un grenier pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais pour 2 raisons, la Somalie est devenue cette zone dont on parle de la famine, de la faim et de beaucoup de problèmes. Il y a 2 choses. Les conflits et les changements climatiques qui sont des facteurs liés qui s'influencent réciproquement. Quand le dernier régime est tombé, il y a eu un conflit qui se poursuit en raison de l'absence de gouvernement et en plus il y a eu les changements climatiques. Donc la Somalie est dans un cercle vicieux. Quand vous voyez que le changement climatique s'accentue et quand les pluies se raréfient, et vous avez aussi les conflits politiques et tout ceci a complètement changé l'environnement.
Et donc, vous avez une raréfaction des ressources en raison des changements climatiques et les conflits créent l'urgence. Donc, vous avez la sécheresse, la famine, les urgences et tout cela suscite des urgences et on parle maintenant d'adaptation. Donc, il faut une planification à long terme avec des projets, avec des financements et un gouvernement stable. Donc, ces deux éléments s'alimentent réciproquement et changent complètement l'écosystème de la Somalie. Souvenez-vous, quand je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait de grandes forêts, toutes sortes d'animaux. Mais aujourd'hui, c'est aride, il n'y a rien et c'est devenu complètement désertique. Donc, nous devons euh, tirer des leçons sur la façon dont les changements climatiques et les conflits peuvent affecter nos pays. Donc, voilà, c'est des problèmes qui sont auxquels le monde fait face, la pollution et euh, la croissance démographique. Donc, à dessein ou par défaut, nous sommes confrontés à ces problèmes et nous en payons le prix. Donc, après l'installation du nouveau gouvernement en 2012, quand le gouvernement a été formé, un travail de construction des institutions a commencé. Et le gouvernement dont je fais partie a commencé à travailler sur le changement climatique. C'est devenu une priorité de ce gouvernement que d'établir, pour commencer, le ministère de l'Environnement pour la toute première fois de l'histoire de la nation pour traiter cette question de l'environnement. La deuxième chose, c'est de sensibiliser la Somalie a un secteur privé dynamique, donc il faut le mobiliser, mobiliser le secteur productif. Et donc, nous travaillons à la mobilisation. On a parlé du triple P. Et nous avons, oui, le programme de PPTE. Et donc, nous avons des subventions et nous les investissons dans les secteurs productifs. Nous mobilisons aussi à travers la microfinance la jeunesse pour l'attirer vers le secteur productif, notamment alimentaire. Nous avons mis en place certaines institutions. Donc, nous essayons de faire face à ces problèmes en dépit de ce conflit qui dure depuis longtemps et qui a pris diverses formes. Et les zones agricoles qui étaient le grenier de la Somalie pendant de longues années. Dans les années 80, vous vous souvenez, la Somalie exportait les meilleures bananes vers l'Europe et le Moyen-Orient. Mais les conflits ont occupé ces zones agricoles et les populations ont été prises en otage. Et donc, la priorité du gouvernement, c'est de commencer par libérer ces zones et, deuxièmement, encourager les populations à revenir dans ces zones agricoles et revenir à une vie normale. Donc, il y a deux priorités en Somalie. Donc, la libération des espaces et la lutte contre la famine, l'insécurité alimentaire, parce que nous avons l'insécurité alimentaire et l'insécurité tout court, où les groupes terroristes sont installés dans ces zones pour lutter contre le gouvernement. Merci beaucoup, honorable ministre. Donc, vous avez parlé du double problème de changement climatique et
le conflit, vous avez parlé des microfinances et de la construction des institutions. L'une des choses que j'apprécie au sein de la Banque africaine de développement, c'est que la Banque africaine de développement ne fait exception de personne. Nous travaillons avec tous les États du continent, qu'ils soient fragiles ou non, et l'engagement de la Banque en faveur de la Somalie reste ferme et constant. Excellence, je vais vous supplier maintenant, nous sommes bien au-delà du temps qui nous est imparti. Alors, veuillons nous limiter au temps qui nous est imparti. S'il vous plaît, tenez-vous en 3 minutes. Je sais qu'on ne peut pas, on a beaucoup de choses à faire, à dire, mais vous avez des salles de conseil et nous voulons que vous y allez aussi vite que possible. Donc, soyez concis. Sur ce, je voudrais donner la parole à la vice-ministre Yoff Ripongado du Ghana. Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui doit être fait pour urgemment inverser la tendance en 3 minutes? Pour commencer, je voudrais me joindre à mes collègues pour remercier le président de la Banque africaine de développement, et le président du Sénégal pour nous avoir donné cette opportunité de parler de l'alimentation en Afrique. Cela dit, je voudrais dire que l'inflation, genre la définition de l'inflation, et vous savez qu'il s'agit du taux d'augmentation des prix des articles, mais dans une situation inflationniste, le panier de la ménagère est affecté. Dans la plupart de ces pays affectés par les 3 tragédies, la tragédie de changement climatique, la tragédie de la guerre russo-ukrainienne et bien entendu la 3e étant ce que certains décrivent comme je ne me souviens plus de cette 3e. On va avancer. Ces 3 tragédies, de façon combinée, ont affecté et appauvri l'Afrique. Donc, l'inflation sur les produits alimentaires dont nous parlons est telle que nous achetons les produits alimentaires maintenant à un prix qui a connu une hausse incontrôlée. Les prix ont connu une hausse vertigineuse. Et comment cela s'est-il fait? Nous avons l'inflation importée et l'inflation domestique. Donc, l'inflation due à la globalisation qui affecte les chaînes d'approvisionnement négativement. Et la plupart des denrées alimentaires importées en Afrique ont des prix que nous ne maîtrisons pas. Donc, les pays africains ont été durement frappés par cette inflation. Et en raison de ce qu'il s'est passé dans le monde, nous avons connu cette augmentation des prix de carburant qui s'est répercutée sur la hausse des prix des denrées alimentaires. Alors, nous avons ces défis auxquels les pays africains, la plupart d'entre eux, sont confrontés. Au Ghana, par exemple, avant 2022, nous avons eu un taux d'inflation sur les produits alimentaires de moins de 10%. Mais en décembre 2022, c'est monté à 59%. Et si vous examinez ce taux, vous réalisez que de nombreuses personnes vont être appauvries pour de longues années. Et comment remédier à cela? Et cela conduit à la question suivante que vous avez posée. Que fait-on? Et cela s'applique à tous les pays africains, pas seulement le Ghana. Il faut accroître la production alimentaire. Et comment accroître la production alimentaire? À travers la création d'un environnement propice, premièrement, pour permettre au secteur privé de joindre les forces et
avec le gouvernement et aussi faire intervenir les partenaires au développement pour accroître la production alimentaire. Et en ce faisant, ce qui a été un problème pour les pays, c'est les produits ne sont pas consommés ou commercialisés. Et nous devons attirer notre jeunesse vers le secteur agricole. Nous devons accroître les infrastructures en Afrique. Et nous devons faire tout ceci. Et nous devons établir le lien entre la base de production et les marchés, et en particulier les groupes de femmes, les groupements de femmes travaillent en Afrique et les groupes vulnérables dans tous ces pays sont la fraction de la population qui subit le plus durement cette inflation. Donc, pour accroître la productivité, nous encourageons les gens à travailler dans le secteur de l'agriculture. En bref, je dirais que l'Afrique est confrontée à cette inflation sur les denrées, le prix des denrées alimentaires en raison de ce qu'il se passe, de ce qu'il s'est passé au niveau mondial. Honorable ministre, je vais devoir vous demander de conclure en 15 secondes. Toutes mes excuses. Nous devons avancer et permettre que vous rejoigniez les salles de conseil. Alors, permettez que je résume. L'Afrique est à la croisée des chemins actuellement. Nous avons vu qu'il y a un fort engagement de nos leaders depuis hier. Dès lors que nous avons cet engagement, nous pouvons améliorer la situation alimentaire de l'Afrique à travers une production efficace et à travers la restauration de la chaîne d'approvisionnement à travers le monde. Cela se fera en un rien de temps, de sorte que la pauvreté qui est élevée dans de nombreux pays africains soit réduite. Merci beaucoup, vice-ministre Frimpong du Ghana. Ajout de valeur, tirer parti des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de changement climatique, de la guerre en Ukraine, de même que la pandémie à laquelle nous avons fait face. Cela nous amène à regarder à l'intérieur pour nous appuyer sur nos ressources. À présent, le ministère des Finances du plan de l'Ouganda et de la M. Mathia Kassaja. Donc, l'agriculture est multidimensionnelle, implique beaucoup de secteurs informatiques, au transport. Ce n'est pas un secteur isolé. Alors, qu'est-ce que votre pays fait pour veiller à ce que tous ces secteurs unissent leurs forces pour travailler ensemble? Merci beaucoup. Je voudrais corriger, je ne suis pas le ministre des Finances, je suis le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Deuxièmement, je voudrais remercier le président de la Banque africaine de développement pour cette initiative et le président du Sénégal pour avoir abrité cette conférence et nous avoir accueillis. Pour répondre à votre question, en tant que pays, l'Ouganda a adopté une nouvelle approche de planification et de mise en œuvre de telles activités multisectorielles. Nous avons ce que l'on appelle une approche programmatique. Donc, nous partons d'une perspective de programme. Par exemple, tous les secteurs, tous les ministères contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
sont regroupés dans une catégorie que nous appelons le programme. Et nous avons le programme d'agro-industrialisation qui porte sur la question de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de production alimentaire. Ce programme comprend les ministères, notamment le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le ministère de l'Eau, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives. Nous avons le ministère du Transport. À présent, ce qui se passe, c'est que nous faisons la planification conjointement, la mise en œuvre de même, et nous faisons le suivi ensemble. Et ce faisant, nous évitons les doublons. Nous évitons également le gaspillage. Nous augmentons l'efficacité et l'efficience dans le traitement des problèmes. En outre, nous avons également la primature ougandaise qui assure la coordination des activités gouvernementales, de telle manière à ce que, à travers la primature, nous sommes à même de travailler ensemble en qualité de ministère en charge de l'industrialisation. Merci infiniment, Monsieur le ministre, et j'aimerais encore une fois me corriger et présenter mes excuses pour l'erreur. Eh bien, vous êtes le général à la retraite Tiagulaga Fred Bouino, membre du Parlement et secrétaire d'État à l'agriculture. Voilà votre nom et vos titres officiels. Merci pour votre intervention. Et vous avez soulevé l'approche programmatique pour l'agriculture en passant par un programme agro-industriel, la supervision conjointe avec le soutien de plusieurs dirigeants. Votre président est un producteur agricole et nous vous disons félicitations et félicitations au gouvernement ougandais. Question suivante. Son Excellence le ministre de la République du Congo, Paul Valentin Gobo. Et la vérité de la vie reste souvent la plus profonde. Sans les femmes, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'agriculture ou de production agricole. Alors, que faire pour soutenir les femmes productrices et leurs entreprises pour qu'elles puissent devenir des vrais partenaires, participantes égales à cette entreprise de plusieurs milliards? Vous avez la parole, Excellence. Merci pour cette question. Oui, comme tout le monde, je voudrais commencer par remercier le président Macky Sall et le président de la Banque africaine de développement pour cette invitation. Alors, vous me posez une question sur les femmes. C'est toujours délicat de parler des femmes. Je m'attendais peut-être à ce que ça tombe sur la seule femme que nous avons ici, mais je vais essayer d'en parler. Et surtout en me focalisant sur peut-être ce que nous faisons chez nous, parce que c'est peut-être pas généralisable. C'est toujours compliqué, les femmes. Alors oui, les femmes, je crois que c'est un peu... La raison étant toute simple. Parfois, on limite les questions sur les femmes aux femmes. Mais nous devons être sensibles également sur la contribution des femmes, n'est-ce pas? Encore une fois, Monsieur le ministre, plein phare sur vous. D'accord. Elle représente une part importante de la main-d'œuvre dans le secteur agricole et donc des initiatives agricoles, c'est tout à fait normal. Mais simplement, nous savons tous qu'elles sont confrontées à beaucoup de problèmes. Dans mon pays, la surface exploitée est très faible. Je crois que statistiquement, c'est autour de 0,5 hectares, vous voyez, en moyenne. Bon. On sait également qu'elles utilisent des outils rudimentaires. Elles ne sont pas très organisées, il y a des problèmes d'accès à la terre, même si dans mon pays, peut-être à la différence d'autres pays, elles peuvent acquérir des terres, mais c'est plus un problème d'argent. Mais tout à l'heure, dans le panel précédent, j'ai entendu quand même des gens insister sur la petite taille. Il fallait que ça devienne un peu des structures beaucoup plus importantes et qu'il y avait un problème de professionnalisation.
Voilà, donc on a ces problèmes-là partout, l'accès au financement, aux intrants, l'usage d'outils rudimentaires, etc. Alors, dans mon pays, au Congo, qu'est-ce que nous avons fait? On s'est dit, nous devons améliorer les conditions d'exercice de l'agriculture, premièrement, et deuxièmement, devons professionnaliser. Alors, comment est-ce que nous faisons cela? Nous avons opté pour une stratégie d'agglomération des acteurs. Agglomération, regroupement sur un même espace, à travers le concept de zone agricole protégée. Bon, zone agricole, tout le monde comprend. Le protéger, c'est parce que nous voulons que ces espaces-là soient protégés de toute pression industrielle immobilière demain. Parce que nous avons vu autour de Brazzaville, de Pointe-Noire, qu'avec le temps, on a perdu des espaces de production maraîchère. Donc aujourd'hui, nous avons cette stratégie de zone agricole protégée dans laquelle nous aménageons, nous installons donc un certain nombre d'infrastructures, c'est peut-être de l'eau, donc des forages, on construit des maisons, nous préparons la terre, c'est une forme de financement en nature, parce qu'on sait que la question du financement n'est pas facile. Et nous faisons passer les productrices de 0,5 hectares en moyenne à 10 hectares. Donc ça veut dire qu'on augmente la surface. Ça peut être des femmes qui fonctionnent en coopérative, donc on est dans l'entrepreneuriat coopératif, mais elles peuvent être également comme individualité, et donc là on est dans l'entrepreneuriat conventionnel. Donc cela nous permet de nous focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'elles sont regroupées, organisées à cet endroit, mais nous nous focalisons sur la question des rendements. Nous intervenons sur toute la chaîne. On peut les aider en matériel, préparation de sol, matériel, semences, fertilisants. Je vous ai dit que c'est une forme de financement en nature. Et ça peut aller jusqu'à la transformation en fonction des spéculations, des cultures retenues et de leurs besoins. Voilà, donc c'est un peu ce que nous sommes en train de faire actuellement pour permettre à ces dames, finalement, de réussir leur campagne agricole, parce que vous avez dit gagner leur part, mais s'ils ne réussissent pas leur campagne agricole, ils ne pourront pas. Donc il faut les aider, et nous professionnalisons parce que nous apportons de la formation technique agricole, mais nous apportons également de la formation managériale. Donc voilà comment nous sommes en train de les aider, et ça semble marcher. D'ailleurs, c'est visible sur notre page Facebook, vous pouvez voir comment cela se fait. Ça a été même médiatisé, Africa 24, RFI, etc. Bon, voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on pense que c'est une manière pour nous de les autonomiser, de les professionnaliser et donc de leur permettre de gagner leur part du gâteau. Merci. Thank you very much, Your Excellency. Merci infiniment, Excellence, et en particulier, Monsieur le ministre Ngobo, vous avez respecté le temps. Nous vous disons merci pour augmenter le rendement au Congo. Et donc, vous promouvez l'utilisation des engrais, les coopératives des femmes, la formation, entre autres. Et ce qui ressort de ce sommet en particulier est le fait que de plus en plus, il y a cette reconnaissance que les femmes ne sont pas marginalisées. Elles sont tout à fait essentielles pour le développement. Docteur Adesina nous dit souvent qu'aucun oiseau peut s'envoler avec l'aile gauche seulement, il faudrait les deux ailes. Eh bien, nous vous remercions, Monsieur le ministre, pour ce que vous faites au Congo. Nous avons deux autres présentations, puis nous allons passer aux salles de compact où l'action se passe. Excellence Sam Kwale, ministre de l'Agriculture de la République du Malawi. Ma question pour vous est de savoir quelles sont les politiques que vous mettez en œuvre pour attirer les investissements du secteur privé. Excellence, Son Excellence le ministre du Congo en a parlé. Que faites-vous à votre niveau? Premièrement, au nom du peuple du Malawi, permettez-moi également de vous dire merci. Merci au président Macky Sall qui nous accueille, mais également le président de la Banque africaine de développement qui nous a invités. Merci infiniment. Le Malawi est prêt à recevoir les investisseurs de différentes manières, mais nous comprenons qu'aucun investisseur peut aller dans un pays lorsque les lois ne sont pas conviviales. Premièrement, nous voulons amender les lois pour avoir des lois qui intéressent les investisseurs. Nous l'avons déjà fait pour que les lois foncières soient plus ouvertes. Un investisseur doit être confiant en investissant dans le secteur agricole tout en sachant qu'ils sont protégés.
d'autres lois dans le secteur agricole, notamment sur les engrais. Et nous essayons d'assurer plus d'ouverture sur les engrais en reconnaissant différents produits sur le marché pour que les investisseurs puissent utiliser ces engrais. De même, les lois sur les semences, mais également les lois sur les financements. Donc, les lois sont importantes et nous y avons travaillé. Deuxièmement, nous ne voulons pas qu'un investisseur puisse avoir des difficultés à investir dans le pays. Et nous avons proposé un centre unique où l'investisseur peut recevoir toutes les informations au même endroit. Cela aide beaucoup d'investisseurs à venir faire des transactions aussi vite que possible, donc sans passer par différents bureaux. Voilà des choses pratiques que nous réalisons. Troisièmement, nous nous assurons qu'il y ait des mesures fiscales. Lorsque vous arrivez et investissez dans le secteur agricole, nous vous proposons plusieurs mesures, notamment des dérogations fiscales, de l'exonération fiscale pour les équipements. Et l'un des objectifs dans la vision 2063 pour l'agriculture, c'est la mécanisation notamment. Et pour y arriver, nous proposons une exonération. Mais nous ne prenons pas seulement les investisseurs internationaux. Il y a bien sûr des investisseurs nationaux et pour eux, nous comprenons que le financement pose problème. Nous avons déjà lancé des discussions pour avoir une banque agricole et nous allons continuer à en discuter car le financement est très important. Toutefois, nous sommes également reconnaissants pour les partenaires, nous sommes reconnaissants aux partenaires au développement qui investissent beaucoup pour la commercialisation de l'agriculture, pour soutenir les exploitants de différentes tailles, pour investir encore plus. Nous comprenons également que l'infrastructure est essentielle. Voilà pourquoi nous investissons dans le réseau routier en utilisant le budget, des subventions, et nous disons merci aux États-Unis pour l'appui en passant par le Millennium Challenge Account. Et nous parlons de forte productivité agricole. Nous avons réhabilité le corridor de Nacala, mais également le chemin de fer de Beira. Une fois que vous produisez localement, vous pouvez exporter à l'extérieur. Ce type d'investissement dans les infrastructures est réalisé. Et en salle de compact, nous allons en parler encore une fois. Merci. Merci infiniment, Excellence Sam Kwale, pour cela. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, valeur ajoutée localement, mesures fiscales, mécanisation, plus de soutien aux investisseurs, banque agricole et certainement fournir les infrastructures nécessaires dans les zones d'avantages comparatifs agricoles. Cela est nécessaire pour la transformation agricole sur le continent. Nous allons écouter la dernière intervention de la seule femme dans ce panel, Joséphine Languyane, ministre de l'Agriculture en République du Soudan du Sud. Le Soudan Vous êtes bien sûr du Soudan du Sud, n'est-ce pas? Et vous avez beaucoup d'avantages comparatifs, n'est-ce pas? Et nous aimerions savoir quels sont vos avantages comparatifs et que va faire votre gouvernement pour libérer le potentiel agricole dans le pays, malgré les nombreux défis. Nous avons parlé de plusieurs défis à ce sommet, mais à chaque fois, on trouve des moyens pour les surmonter. Et que fait votre gouvernement pour surmonter vos propres défis? Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci infiniment pour cette opportunité. Je vous présente les salutations du Soudan du Sud, du président Salva Kiir Mayardit, qui aurait voulu être ici à ce sommet important.
mais étant donné d'autres charges importantes, il n'a pas été en mesure de faire le voyage. Le pays est toutefois très bien représenté ici. Je suis présente, bien sûr. Je suis ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et j'ai été accompagné par le ministre des Finances et du Plan et le gouverneur de la Banque centrale du Soudan du Sud qui participe également. En plus, nous avons plusieurs technocrates des 3 institutions représentées. Nous voulons dire nos remerciements au président du Sénégal, mais également au président de la Banque africaine de développement, Dr Adesina, qui ont organisé ce sommet important et à point nommé. Le Soudan du Sud fait face à plusieurs défis, mais avant d'en parler, permettez-moi rapidement de dire quelques points sur mon pays. Le Soudan du Sud est la nation la plus jeune sur Terre et bien sûr sur le continent africain. Eh bien, nous sommes indépendants depuis 2011 et nous n'avons donc que 11 ans. Et nous avons des voisins qui ont pratiquement 60 ans ou 50 ans et qui font face à des défis de sécurité alimentaire. Alors imaginez-vous le Soudan du Sud. Et pire encore, le Soudan du Sud est indépendant depuis 2011 et juste après est tombé dans le conflit. Et c'est seulement en 2018 que les parties au conflit ont signé un accord. Et l'accord s'appelle l'accord pour la résolution du conflit au Soudan du Sud. ARCSS, et qui devrait prendre fin en février du mois prochain. Mais les parties ont fait preuve de bon sens et de sagesse et ont prorogé l'application de cet accord pour 2 ans de plus. Et nous avons une feuille de route pour conduire le pays à des élections libres et démocratiques pour février 2025. Nous avons bien sûr un grand potentiel agricole et nous avons 33 millions d'hectares de terres arables. Et de cela, seulement 4% de ces terres arables se trouvent être cultivées. Le Soudan du Sud a également beaucoup de ressources en eau, des nappes phréatiques, des plans d'eau de surface et le plus long fleuve du monde passe par le Soudan du Sud. Nous avons une population jeune. Nous avons 7 zones agroécologiques où nous pouvons faire pousser tellement de cultures, des céréales, des légumes, de l'horticulture et plus, nous pouvons cultiver tellement de cultures. Et en plus de cela, nous avons beaucoup de bétail. Nous avons plus de bétail que d'êtres humains. Et le ministre de l'élevage a une fois dit que les poissons dans le Nil sont probablement les seuls poissons dans le monde qui meurent de vieillesse. Eh bien, le potentiel agricole reste très important. Pourtant, les chiffres ne sont pas très encourageants pour le moment. Il y a tellement d'insécurité alimentaire. Plus de 60% de la population est frappée par l'insécurité alimentaire. 1,4 million d'enfants se trouvent malnutris. Plusieurs centaines de milliers de femmes sont mal nourries.
alors qu'elles nourrissent leur bébé. Eh bien, nous n'aimons pas cette situation. Le président reste passionné par l'amélioration de l'agriculture et nous avons proposé plusieurs mesures pour améliorer l'agriculture et transformer l'agriculture d'une agriculture de subsistance pour la commercialisation et la mécanisation de l'agriculture. Nous avons du potentiel et des ressources. Nous produisons du pétrole, mais le pétrole est une ressource finie. Nous n'allons pas toujours dépendre du pétrole comme pour le moment. Nous allons nous en écarter et il faudra transformer le secteur agricole pour que l'agriculture au Soudan du Sud puisse devenir le moteur de la croissance économique dans le pays. Et de cette manière, nous allons créer beaucoup d'emplois et nous espérons également résoudre certains problèmes pour nos jeunes qui se retrouvent dans la guerre, dans les conflits, dans la pauvreté, dans le sous-développement. Tout cela est lié et en développant le secteur agricole, il serait possible d'attirer des jeunes gens dans le secteur et il sera possible d'attirer des femmes dans le secteur. Nous avons un plan directeur intégré pour la transformation agricole dans le pays. Il y a plusieurs choses que nous faisons. Nous rendons l'agriculture beaucoup plus populaire, que la perception négative puisse s'estomper et que ce travail ne soit pas celui de ceux qui ont échoué. Le métier de l'agriculture est important, le métier peut être attractif et peut être rentable autant que nous puissions passer à une approche commerciale. Nous soutenons les petits exploitants qui sont importants et qui constituent pratiquement 80% de nos exploitants agricoles. Dans les 80%, 63% est composé de femmes. 63% de nos producteurs se trouvent être des productrices. Nous voulons que les jeunes puissent participer à cette activité pour améliorer leurs conditions de vie et améliorer leurs moyens de sécurisation, de financement. Le gouvernement participe également à l'augmentation du financement du secteur agricole et nous alignons nos politiques au compact de Malabo pour que les gouvernements puissent investir au moins 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture. Nous n'y sommes pas encore, mais nous progressons et nous espérons que dans plus ou moins 3 ans, nous allons passer de 3,5% de contribution au budget agricole à au moins 7% au budget agricole. De cette manière, on pourra développer l'infrastructure agricole qui est tellement nécessaire. Nous travaillons également de l'enforcement des capacités. Nous participons à la sécurisation du financement des partenaires financiers et du secteur commercial et privé. Les choses ne sont pas faciles, les choses sont très difficiles, mais nous interpellons les partenaires au développement pour ne pas être suspicieux. Quant au Soudan du Sud, nous stabilisons le pays, nous sécurisons le pays et nous espérons travailler dans le développement pour que le pays, le Soudan du Sud, puisse se nourrir. Et nous pensons que le Soudan du Sud a les capacités de se nourrir et pour que le Soudan du Sud puisse également contribuer à nourrir l'Afrique. Nous pensons que nous avons les ressources pour devenir l'Ukraine de l'Afrique de l'Est. Et nous allons dire Amen, bien sûr, Madame la Ministre. Pouvez-vous conclure en 15 ou 20 secondes? Oui, nous pouvons devenir l'Ukraine de l'Afrique et nous pouvons devenir le panier, le grenier de l'Afrique et plus. Et nous disons merci pour cette opportunité et pour vous dire donc ce qui est possible dans notre pays. Autant que nous nous engageons à assurer la paix, préserver la paix dans le pays
et les dirigeants politiques de notre pays restent engagés. Toutes les parties à l'accord voudraient s'assurer que la paix soit préservée. Le président de la République a dit à plusieurs reprises qu'il n'allait pas ramener le pays à la guerre. Le Soudan du Sud est prêt pour le développement et nous invitons nos partenaires, y compris la Banque africaine de développement, à ne pas écarter le Soudan du Sud, à continuer à travailler avec nous, avec votre soutien. Excellence Joséphine Langou-Yenga, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, accompagnée par le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Et cela démontre l'engagement politique pour révolutionner l'agriculture au Soudan du Sud. Nous sommes heureux de voir que vous avez soutenu tout ce que vous avez dit dans votre discussion, avec une possibilité d'une feuille de route pour la paix, la sécurité et les élections. Et donc 4% de vos terres arables se trouvent être cultivées. Il y a encore 96% disponibles et 63% de vos producteurs sont des productrices. Et vous avez plus de bétail que d'êtres humains et que les poissons du Soudan du Sud sont les seuls poissons qui meurent de vieillesse. Nous allons clôturer cette séance et nous allons féliciter Madame la ministre et nous allons clore cette séance avec une simple réflexion. On a parlé des PPP, mais nous voulons parler d'autres PPP ce soir. Eh bien, paix pour la passion. Chaque conférencier a parlé de l'agriculture, de son potentiel, avec beaucoup de passion. Pour cela, beaucoup d'applaudissements. Ils ont parlé du grand potentiel, malgré les défis humains ou naturels. Ils ont parlé également de ce qu'ils font pour améliorer le troisième P, de la productivité. Passion, potentiel, productivité, en effet, pour accélérer et transformer l'agriculture du continent. Je vois des mains levées, mais nous devons clore et passer au compact qui vont commencer à l'instant. À ce stade, j'aimerais inviter notre auditoire à féliciter Gilberto Silva, ministre de l'Agriculture de Cabo Verde, son Excellence le ministre de la République du Cameroun, M. Mohamed Awale, ministre de l'Agriculture des Forêts de Djibouti, son Excellence Dr Elmi M. Nour, ministre des Finances de la Somalie, son Excellence Fred Bouinou, secrétaire d'État de l'Agriculture pour l'Ouganda, et son Excellence Paul Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture de la République du Congo, et le ministre Sam Kawale, ministre de l'Agriculture du Malawi, sans oublier la ministre de l'Agriculture du Soudan du Sud, Joséphine Langou-Yenga, mais également M. Yao Frimpong Addo, vice-ministre de l'Agriculture pour le Ghana. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé. Je suis Victor Oladokun. J'étais heureux d'être l'animateur de cette séance. Nous allons passer immédiatement aux séances dans les salles parallèles. Excellence, nous allons vous amener dans vos salles. Une photo de famille, s'il vous plaît, avec le président Adesina.